Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 31 octobre 2018, voici la une du journal. Les avancées sur les aspects genre dans les administrations publiques et la solidarité nationale sur la table du Conseil de cabinet ce mercredi à l'immeuble Étoile. Le point des échanges en tête de ce journal. Les avancées fulgurantes de la science au Crasser. Une femme de 62 ans, maman d'une petite fille ce mercredi. Le record en Afrique est à vivre dans ce 20h30. Des avancées certaines vers le maintien du franc CFA. Il n'y aura pas une autre dévaluation, affirmation ce mercredi du gouverneur de la BEAC. Vous entendrez Abbas Tolima Amat dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le 20h30 à l'immeuble Étoile avec le conseil de cabinet présidé ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. À l'ordre du jour, deux questions sociopolitiques cruciales. D'abord, le palmarès genre, le nombre de femmes dans les administrations publiques au Cameroun, exposé par le professeur Marie-Thérèse Benaondoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et puis, la stratégie de solidarité nationale déroulée par la ministre des Affaires sociales, Madame Pauline Eren Nguéné. Synthèse de ces débats, Jean-Pierre Ndjana. Conseil de cabinet du mois d'octobre, le dernier du septennat, mais aussi le premier au lendemain de la présidentielle du 7 octobre 2018. Pas de sujets éminemment politiques au menu, mais un précieux arrêt sur les politiques publiques en matière de genre et de solidarité nationale. Pour en parler, deux braves dames. D'abord, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Sur la foi d'un annuaire statistique publié en 2017, Marie-Thérèse Benaondoa se félicite de ce que le nombre de femmes dans les postes de responsabilité est en nette progression dans les administrations publiques et les organismes parapublics. Mais ce nombre, constate-t-elle, reste en deçà des recommandations de la conférence de Beijing qui a consacré la parité. Le travail doit par conséquent continuer. Nous avons le soutien de la plus haute autorité de l'État et pour y arriver, nous devons commencer une sensibilisation au niveau des familles où on doit considérer les jeunes, les petits-enfants, garçons et filles comme ayant le même potentiel. Les enfants doivent avoir une égalité de chance pour aller à l'école et continuer à être encouragés pour avoir le niveau qu'il faut. Nous voulons des promotions avec des compétences et lorsque les filles sont mises à l'école convenablement et encadrées, elles réussissent. Quant à la stratégie de solidarité nationale, objet de la présentation de la ministre des Affaires sociales, elle est bel et bien en marche au Cameroun avec des actions transversales. Mais pour plus d'efficacité sur le terrain, des réflexions sont menées dans son département ministériel. Nous facilitons l'insertion et la réinsertion des personnes socialement vulnérables. Nous avons également entamé un vaste programme de modernisation des structures d'encadrement de nos cibles. Ça, c'est aussi important. Et puis, il y a la décentralisation de l'assistance publique locale. Le ministre a engagé une réflexion pour le ciblage des indigents. Avoir une base de données des indigents qui serait consolidée au niveau départemental et au niveau régional pour qu'on puisse avoir au niveau national ce que nous avons appelé le registre social unifié qui est une carte de vulnérabilité des indigents. Ça permet de mieux évaluer les besoins de nos indigents et de mieux adresser leurs problèmes. Au terme des échanges, le Premier ministre Philemon Yang a instruit la poursuite de ces actions pour un Cameroun où l'inclusion est une réalité. Arrêtons-nous dans le 20h30 pour creuser l'un des exposés de ce conseil du jour. Le genre dans les administrations publiques, si la parité et le nombre de femmes restent une quête permanente, voyons donc la qualité de ces dames qui assurent de hautes fonctions dans diverses administrations. Notre reporter Gisèle Nguéné nous conduit pour une incursion dans quelques bureaux tenus de main de maître, j'allais dire de maîtresse, par ces Amazones à Yaoundé. Sur les talons, la jupe et le foulard bien noués, elles arpentent de plus en plus aujourd'hui les échelons de l'administration publique au Cameroun jusqu'au sommet, aussi bien que les hommes, dans le secteur de l'éducation, de la santé et des finances. Très chic pour la plupart et la tête bien faite pour la majorité. Dans l'armée, le phénomène est un non-événement, aucune leçon à recevoir en termes de gestion.
Sur 6 directions qu'on a la direction générale du budget, 3 sont occupées par des femmes. Il nous arrive de rester au bureau jusqu'à 4 h du matin lorsqu'il faut défendre la loi de finances au Parlement. Et à ce niveau-là, on n'a aucun problème. On ne peut pas positionner les hommes comme étant des adversaires, c'est des partenaires, c'est des collègues. Ne croyez pas pouvoir intimider ces administrateurs civils du fait de votre âge ou de votre position sociale. Elles ont plus qu'une astuce pour vous tasser sans vous froisser. Naturellement, l'homme ne conçoit pas que la femme puisse lui donner soit des directives, soit des injonctions. Cela requiert de vous tout simplement beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie. L'organisation domestique et professionnelle est leur atout commun. Pour avoir toute la sérénité au bureau, lorsqu'on est à un poste de responsabilité, il faut au préalable prendre toutes les dispositions à la maison pour qu'il n'y ait pas d'appel intempestif, pour qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à la maison. Au-delà de toutes ces astuces, c'est le savoir-faire et l'étincelante matière grise de chacune de ces chefs, directrices ou présidentes qui les crédibilisent davantage. Pour pouvoir diriger les hommes et les femmes d'ailleurs, il faut avoir une parfaite connaissance des dossiers, une parfaite maîtrise de son travail. Et en plus de cela, il faut une sorte de charisme naturel, mais qui s'acquiert par votre background. Avec tous ces galons sur leurs épaules, elles réussissent la main haute à afficher le profil de parfaite épouse ou de femme soumise à la maison. Que ça suive donc. Et dans la suite du journal, cet important communiqué signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, un groupe de terroristes armés a fait irruption dans la matinée du mardi 30 octobre 2018 vers 10 h, c'était hier, à Bambouy, agglomération rurale située à 14 km de Bamenda, c'est dans l'arrondissement de Touba, département de la Mézam, en vue d'attaquer la zone universitaire et la brigade territoriale de gendarmerie de Touba avec un premier positionnement au carrefour dit Fort Cornus. Vers 10 h, le révérend Charles Truman Wesco, né le 24 août 1974 à Washington D.C., pasteur à la Cameroon Bible Fellowship de nationalité américaine, qui venait à passer à bord de son véhicule dans lequel avait également pris place son épouse, son fils et son chauffeur, a essuyé un tir en provenance des terroristes embusqués. Touché à la tempe, il va être évacué dans un premier temps dans un centre de santé d'Onkwen, puis transféré à l'hôpital régional de Bamenda où il va succomber à ses blessures. Immédiatement poursuivis par les forces de défense et de sécurité, les terroristes armés vont riposter par des tirs, ce qui va provoquer un affrontement entre eux et les forces positionnées autour de l'université de Bamenda. Le bilan fait état de 4 terroristes neutralisés, de plusieurs blessés dans leur rang et 4 fusils de calibre 12 récupérés. L'étudiant camerounais nommé Grégory Nsabaran Ngué, en 4e année de l'ENSET de Séan, qui se trouvait par là, a été blessé pendant l'échange de tirs et est actuellement pris en charge, tout comme le lieutenant Cole Anganji Serge, lui aussi blessé. Une enquête approfondie a immédiatement été ouverte autour de ce regrettable incident. Enfin, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense demande une fois de plus aux ressortissants étrangers dont la présence y serait véritablement indispensable de signaler aux autorités administratives et forces de défense et de sécurité leurs mouvements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en raison des menées de groupes terroristes et bandes armées qui y sont régulièrement enregistrés. Par ailleurs, il remercie les populations pour leur remarquable et patriotique contribution dans la lutte que mène le Cameroun contre le banditisme dans ces 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le communiqué est donc signé du ministre Betty Assomo Joseph, signé hier 30 octobre 2018.
La suite des exploits du Crasser dans le 20h30 ce soir. Je vous l'annonçais en titre, une dame de 62 ans a donné la vie ce mercredi à un bébé au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine ici à Ngousso, Yaoundé. Un record continental est donc battu après une opération de fécondation in vitro. Joseph Clément Ongba raconte cette belle histoire et d'autres miracles encore en cours au Crasser. C'est une belle histoire qui se dénoue au Crasser ce mercredi. Dans les blocs opératoires, un soin particulier est mis à la préparation d'un accouchement pour une femme de 62 ans. Si vous imaginez qu'une femme de 35 ans qui accouche pour la première fois, ce serait une césarienne, à plus forte raison une femme de 62 ans. L'équipe multidisciplinaire du professeur Jean-Marie Cassia se met à l'ouvrage. Au bout d'une demi-heure et après une césarienne, l'enfant naît et pousse son premier cri. On a eu un bon résultat. C'est une fille qui a pesé 2,7 kg. Au Crasser, l'événement se vit avec humilité pour cette première en Afrique. C'est l'un des meilleurs jours de ma vie parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse réussir cet exploit. La belle histoire commence ici à Bafoussam. Cette dame avoue être à la recherche de son premier bébé depuis 42 ans. Après avoir fait le tour des hôpitaux et des tradipraticiens, elle trouve refuge dans ce sanctuaire marial de la paroisse de Ndoumelon, dans le diocèse de Bafoussam. Ce 24 février, quand je suis quittée ici, le mardi, j'ai appelé au Crasser. On m'a dit d'être là le lendemain, mercredi. Le mercredi, j'étais là. Vraiment, je ne peux pas vous dire, c'était vraiment formidable. Vous voyez que depuis ce jour-là, je suis enceinte. Elle est accompagnée dans ses prières par l'abbé Michel Signé. Dieu agit dans la vie des hommes. Et quand on lui fait confiance, on le voit à l'acte. Eu égard à la délicatesse de cette grossesse à haut risque et marraine du Crasser, la première dame camerounaise, Mme Chantal Bia, fait dépêcher à Bafoussam une équipe du Crasser avec des ambulances médicalisées pour leur transport. Dans la même ville, une autre dame de 46 ans, enceinte, après fécondation in vitro au Crasser. Après plus de 7 heures de voyage, les deux dames sont internées au Crasser depuis le 11 octobre 2018. Puis, cet heureux jour, les deux mamans venues de Bafoussam et deux autres dames. C'est en 2016 qu'on a commencé à faire la FIF. Et c'est la troisième FIF qu'on réussit comme ça. Pour Suzanne, maman à 62 ans, le prénom de la fillette est tout trouvé. Marie. Je remercie le Seigneur. Je remercie le couple présidentiel, Mme Chantal Bia. Joie immense pour cette femme qui trouve la maternité à 62 ans. Tout simplement, une belle histoire. Merci Seigneur. Félicitations à cette heureuse maman. Dans la santé encore, signalons la fin ce mercredi du mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Cela s'appelle Octobre Rose, des opérations de dépistage et de prise en charge de la maladie chez les hommes et chez les femmes, initiées aux États-Unis d'Amérique, organisées au Cameroun par des dames médecins et les femmes dynamiques de l'hôpital de la CNPS. Le bilan cette année et les gestes qui peuvent sauver contre le cancer du sein avec Vanessa Denjok. Elle est connue comme étant une maladie insidieuse, une meurtrière silencieuse. Cette tumeur maligne de la glande mammaire, encore appelée cancer du sein, touche en moyenne une femme sur 9. Avant l'âge de 30 ans, on a très peu de cas de cancer du sein, mais ce n'est pas exceptionnel. Entre 25 et 50 ans, le cas de cancer commence à augmenter jusqu'à atteindre un plateau entre 60 et 69 ans. Une jeune fille qui a sa puberté précoce avant l'âge de 12 ans, la dame qui a sa ménopause tardive après l'âge de 50 ans, la dame qui a une première grossesse tardive après l'âge de 35 ans, ou bien celles qui n'ont pas du tout accouché. Les antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire. Sur les 2500 nouveaux cas enregistrés chaque année au Cameroun, 70 à 80% de femmes sont dépistées à des stades très avancés. Les hommes inclus dans la longue liste des victimes. Les hommes font des cancers du sein dans moins de 3% des cas on en trouve. Chez l'homme, comme le tissu mammaire est très peu développé, il se propage très rapidement. Octobre Rose, carton rouge au cancer du sein.
Le combat se fait sur le terrain de la prévention qui passe par des gestes simples. Ayons une alimentation saine, ça veut dire mangeons plus de légumes, de fruits, faisons une activité sportive régulière, au moins 3 fois par semaine, 30 minutes. Évitons la consommation du tabac, c'est la consommation d'alcool, c'est l'obésité. Il y a l'auto-examen des seins. Il faut à tout prix que chaque mois, la dame, 7 jours avant ses menstruations, puisse faire l'autopalpation de ses seins. Le sein gauche avec la main droite, le sein droit avec la main gauche devant son miroir. Et pour les dames de 50 à 74 ans, c'est la mammographie tous les 2 ans. Plus le cancer du sein évolue, plus le risque de récidive est important, d'où l'intérêt de se faire dépister au plus vite. Avoir les bons réflexes, c'est se donner une chance de remporter la victoire contre le cancer du sein. De précieuses informations qui s'adressent également aux femmes rurales de la localité des Kali 1, c'est dans le département de la Mofou et à Famba. Elles ont prolongé à leur manière la récente célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Au programme, la visite de leurs diverses plantations et de leurs activités d'élevage par les autorités locales du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le reportage de Barbara Padjama. Dans leurs mains, le pouvoir de dompter la fertilité de la terre. Les femmes de la localité des Kali 1, par Mfou, se sont inscrites dans le prolongement de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée de fête qui a commencé par un culte d'action de grâce pour témoigner de leur reconnaissance au Créateur du ciel et de la terre. Actives depuis 2004, ces vaillantes femmes issues de 2 associations qui luttent contre la pauvreté dans la localité et même au-delà ont déjà à leur actif des hectares de plantations de manioc, bananes plantain et un potentiel important en élevage. Ce sont nos champs qui vont nous aider à payer les écoles de nos enfants, à nous nourrir nous-mêmes, à nourrir nos maris, à nourrir toute la population. En plus des productions individuelles, ces associations disposent de 4 champs communautaires dont les produits sont acheminés dans les marchés de Yaoundé. Après les ventes, on achète les tentes, chaises, décorations. Ça nous permet à la fin d'année d'acheter les cadeaux aux femmes. Véritable mamelle nourricière, cette journée était l'occasion de poser leurs doléances pour s'améliorer dans les productions. Notre ministère, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, a des structures spécialisées que nous appelons des centres de promotion de la femme, qui sont là pour former les femmes dans tous les domaines qu'elles choisissent. Sous le soleil ou la pluie, elles n'entendent pas de les bras pour faire reculer la pauvreté. L'économie dans le journal avec cette assurance, la dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. Les propos du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamatoli, face à la presse ce mercredi au terme de la 3e session du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Autre annonce importante, l'injection prochaine de près de 1000 milliards dans les économies de la sous-région grâce à l'application efficiente des réformes économiques et financières. Mélanie BTB développe ces bonnes nouvelles. L'acte pas du fonds CFA a cristallisé les échanges entre les journalistes et le gouverneur de la BEAC cet après-midi. Une quête de savoir qui venait faire écho au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 25 octobre dernier à N'Djamena. La situation économique actuelle de la CEMAC n'a pas... La dévaluation n'est pas d'actualité, mais c'est comment diversifier les bases économiques, comment créer plus d'emplois, comment les pays arriveront à optimiser la mobilisation des recettes domestiques, parce que dans d'autres pays, c'est même 40% de la production qui est taxée. Toujours au chapitre de la monnaie, on note une légère remontée des réserves de change. Les États, plutôt que de recourir au financement monétaire, aujourd'hui, on recourt davantage à l'épargne publique et les émissions des États, une année sur l'autre, ont augmenté quasiment de 54%. Nous avons remarqué également une diminution sensible des déficits courants extérieurs, mais aussi bien des déficits publics dans le cadre des programmes qui sont en cours. Nos pays, d'ici la fin de l'année, s'ils arrivaient tous à conclure les revues qui vont passer, ils vont avoir globalement 1000 milliards d'injections dans l'économie qui vont se passer.
Parmi les décisions prises au cours de ce troisième comité de politique monétaire de 2018, il y a le relèvement du taux d'intérêt des appels d'offres de 0,55%, ainsi que la hausse du taux de pénalité aux banques. Des mesures qui obéissent à la conjoncture actuelle dans la sous-région. Le taux de croissance réelle du PIB en ce marque est estimé à 1,7% pour cette année 2018. Du franc CFA non dévalué, un montant de 1,250 milliard distribué à 30 communes camerounaises. C'était ce mercredi en guise de prime des meilleures performances dans la gestion communale. Et c'était la deuxième édition de ces prix initiés par le PNDP. C'est le Programme national de développement participatif que coordonne Madame Marie-Madeleine Ga. Une cérémonie présidée par le ministre de l'économie Alamine Ousmane May, raconté pour vous ce soir par Philippe Roger Sama. 50 millions de francs CFA de primes. Les maires sélectionnés reçoivent leur chèque, communément tombant du ciel en ces temps de sécheresse financière. Dans le cadre du guichet performance, ils trônent au peloton de tête des meilleurs gestionnaires dans la galaxie des exécutifs municipaux du Triangle national. Je suis très satisfait, très honoré d'avoir ce prix dont le montant est très important. Avec ces 50 millions, nous allons essayer d'apporter davantage d'eau potable à nos populations, surtout dans les localités qui n'en ont pas. À l'Est, nous sommes 33 et je suis la première dans la région. Ce n'est qu'un sentiment de joie qui peut m'habiter en ce moment. Le problème essentiel de Ndom, c'est le problème d'enclavement. Cet argent ira dans les travaux publics. 10 autres mairies ont reçu 25 millions de francs chacune comme récompense à leur meilleure progressivité entre 2017 et 2018. Tous ces bénéficiaires ont été retenus au terme d'une sélection rigoureuse réalisée sur la base de 3 principaux critères par un comité d'experts. Le respect des règles, des délais en matière de comptabilité, la tenue des livres comptables, la gouvernance, la transparence. Et la troisième catégorie, c'était l'esprit PNDP, l'innovation, la prise en compte des desiderata des populations. En présence des partenaires au développement, le ministre de l'économie président cette cérémonie a salué l'appropriation par les municipalités de la démarche participative promue par le PNDP. Nous voulons ici réitérer l'engagement gouvernemental dans le cadre donc de ce processus, l'adhésion forte des communes pour garantir le choix approprié des projets de développement, l'exécution adéquate de ces projets de développement et surtout la redevabilité dans le cadre de l'utilisation des ressources publiques. L'enjeu du guichet performance rendu à sa seconde édition est d'amplifier le processus transformationnel des communes afin de donner une plus grande impulsion au développement local. On le voit, des communes camerounaises sollicitées également pour bâtir des villes durables et résilientes. C'est une thématique importante, préoccupation au centre de la Journée mondiale des villes ce mercredi. Une journée marquée au Cameroun par un atelier organisé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Sur les objectifs de cette réflexion, voici les explications de Alvin Gisèle Zé. Difficile de circuler dans ce type de zone de résidence. Pas de servitude. L'eau, les hommes et les sépultures se disputent l'espace. Les multiples actions correctives menées jusqu'ici atteignent péniblement leurs objectifs. Toutefois, les avancées en termes d'urbanisation sont estimées à 52% en 2010 contre 55% en 2018. Le Cameroun a trouvé son modèle urbain, déjà à travers la politique nationale de bidonville mise en œuvre par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Avec l'appui de l'ONU Habitat, nous allons essayer de résorber ce problème-là, le problème de pauvreté, le problème de santé que nous rencontrons dans nos villes. Nous devrons faire de nos villes des villes résilientes, où le mieux vivre est institué par des actions concrètes que les États membres ont
pris l'engagement lors du dernier sommet pour que nos citoyens vivent dans l'harmonie comme le souhaite le chef de l'État. Construire des cités où il fait bon vivre préoccupe ces experts des différentes branches de l'urbanisme ce 31 octobre, journée mondiale des villes. Les grandes lignes de la politique nationale de l'habitat figurent parmi les priorités de ces travaux. Le nouveau programme pour les villes durables et résilientes apparaît aujourd'hui comme la maquette d'un cadre de vie plus confortable pour les populations. Et voici le troisième épisode de notre feuilleton consacré à ces lointains banlieusards autour de la capitale Yaoundé. Généralement, ces pionniers sont suivis par des commerces et autres commodités, eux également partis à la conquête de ces banlieues pour leurs affaires. Voici les constats à Msamondongo et Ankoaban avec notre guide Laurence Okalia. Sur la route de la conquête des périphéries, les travaux sont en cours. De ces nouvelles terres d'opportunités commerciales poussent des bâtisses de tout secteur d'activité. Au départ, implanter son business ici en Koabang était pour l'investisseur un grand risque. Mais au final, le poisson a mordu à l'hameçon. Comme j'habite Mimboman, je prends ça enfant pour Koabang. Je fais mon marché. Au départ, c'était une zone expérimentale. C'est par la suite maintenant que la population s'est déportée par ici. Ça évite tout ce flux de population vers la ville. Et aussi, ça facilite aussi beaucoup plus pour ceux qui, lorsqu'ils rentrent du travail, à partir de 15h30, lors de leur retour de service, au lieu de s'arrêter par exemple en Fondimokolo et en ville là-bas, où avec il y a l'affluence, les embouteillages et autres là. Par ici, par contre, c'est accessible. Effectivement, Nkoabang, Msamondongo et bien d'autres périphéries de la ville de Yaoundé n'ont pas grand-chose à envier au centre-ville. Seul hic, les produits se rapprochent certes de ces banlieusards, mais les prix les éloignent. Les boutiques sont là, les supermarchés sont là, on a un marché périodique qui est là, mais ce qu'on trouve que Odia est un peu cher. Un tas de pommes ici là, c'est 500. Et par contre, quand tu pars dans la ville, c'est 200. Les noix de palme, 500. En ville, c'est 200. Et si tu as 500, tu ne peux pas payer le taxi pour aller te ravitailler en ville. Et tu n'as pas le choix. Pour justifier cela, il faut chercher les réponses à la caisse des magasins. Cause des prix, je ne dirais pas ce terme. J'emploierais plutôt le terme de variabilité du marché. Généralement, on pratique les mêmes prix que ceux de la ville. Maintenant, nous essayons de raccourcir le chemin à ceux qui peuvent pas arriver au niveau du centre-ville. D'ailleurs, si c'est un problème de cash, les habitants peuvent trouver leur compte à la banque pour se tirer d'affaires. Les douaniers d'Afrique de l'Ouest et du Centre se concertent à Yaoundé autour de l'urgence de la modernisation de leurs administrations. Les travaux sont placés sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes et vont s'achever vendredi. Nous faisons le point avec Marie-Laurence Sunke. La rencontre des points de contact d'administration douanière de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale se tient au lendemain de la validation du nouveau plan stratégique régional 2019-2022. Il est question d'actualiser les connaissances des participants sur le rôle des structures en charge des réformes et de la modernisation au niveau national, sensibiliser également ces cadres sur les nouveaux instruments et outils de l'OMD afin d'augmenter le taux de mise en œuvre de ce plan stratégique. Chaque administration doit articuler une vision et définir des stratégies pour atteindre cette vision. C'est une vision peut-être de 3 ans, de 5 ans, qui tient en compte tous les renseignements qui viennent de son environnement pour pouvoir progresser. Parce que le monde du commerce est en perpétuelle mutation. Le contexte régional et même continental étant marqué par la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, les douanes sont appelées à jouer un rôle majeur, d'où de nombreux défis à relever. Vous savez que les États de notre région dépendent fortement des recettes douanières, mais aussi il y a le terrorisme, il y a la criminalité. Nos marchés sont inondés de faux médicaments, de produits contrefaisants. La réponse à ces défis de l'environnement exige que les administrations des douanes s'engagent résolument dans la modernisation et l'ajustement de leurs méthodes d'intervention.
Parlons à présent de l'autre promesse de campagne du président de la République pour le septennat qui s'ouvre bientôt, un engagement qui soulève de nombreuses attentes chez les jeunes cadres. Il s'agit de la vulgarisation des innovations dans les technologies de l'information et de la communication. Le président a dit qu'il va falloir accélérer le développement de l'économie numérique. Les initiatives et les perspectives dans ce domaine, c'est le focus de Irène Njanafouda. On surfe sur la vague de l'innovation pour cliquer sur l'économie numérique, une initiative qui s'inscrit dans le sillage de la litanie des promesses bâties autour du septennat. L'innovation est une réalité et on voit le développement des start-upers. Au Cameroun, les jeunes start-upers, nous avons le backbone, les points d'atterrissement, nous avons un dernier point d'atterrissement avec le Brésil. L'innovation prend la pleine mesure des TIC sur le chemin de l'émergence numérique à l'horizon 2020. Nous avons déjà un plan stratégique Cameroun 2020 qui a mis en place tous les grands chantiers qui vont s'opérer pour que le Cameroun puisse passer du développement de l'économie classique au développement de l'économie numérique. Et ce plan retrace très clairement la vision gouvernementale avec d'une part la demande, l'offre et la gouvernance, la régulation. Des avancées significatives marquant une étape décisive dans la mise en œuvre du programme arrêté pour les 7 prochaines années. Nous allons poursuivre le développement de l'infrastructure parce que l'accès pour le numérique, il faut que le réseau fonctionne. Nous allons continuer à œuvrer pour que la qualité du service soit meilleure et pour que les débits qui sont servis aux clients soient les meilleurs. Nous allons continuer à former les jeunes dans le domaine du numérique à travers soit les incubateurs. Il y a un certain nombre de mesures qui sont envisagées et beaucoup de projets en cours, que ce soit sur le plan infrastructurel ou sur le plan des contenus, qui permettent de mettre le Cameroun sur le train de développement de l'économie numérique. Le gouvernement opère donc sa mue pour que l'étincelle de l'innovation jaillisse sous le feu de l'action des TIC. Il y avait hier mardi une série d'audiences au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le ministre Taïga a reçu successivement M. Benoît Lebeur, c'est le nouveau directeur de l'Agence française de développement, des responsables de la Banque islamique du développement et puis M. Atman Ravili, le représentant de la FAO. L'objectif de la visite de ces 3 délégations au ministre Taïga, c'est la synthèse de Elvire Nina Galim. Améliorer la santé animale, augmenter la production animale et faciliter l'accès des éleveurs à la microfinance. Des enjeux importants pour le ministère de l'Élevage et les partenaires d'appui au gouvernement camerounais. Parmi lesquels le nouveau directeur de l'Agence française de développement. Benoît Lebeur, le du docteur Taïga, entend apporter son expertise dans ce secteur d'activité. Nous avons des programmes très importants et notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Et donc il est vraiment important de nous assurer de la bonne mise en œuvre de ces programmes et de ces projets. C'est aussi d'essayer de partager les expériences que nous pouvons avoir dans d'autres pays, de répondre au plus proche des besoins ici au Cameroun. Des besoins que la Banque islamique de développement compte combler. C'est un projet d'une 30aine de milliards qui est en cours d'implémentation. Le second projet qui est en cours de démarrage est un projet d'à peu près 27 milliards de francs CFA qui est mis en place avec la Banque islamique de développement et qui vise la construction des infrastructures de commercialisation. Pour cette journée bien remplie, la 3e audience du ministre de l'Élevage, c'est avec le représentant de la FAO. Les bras chargés de matériel d'analyse, la délégation s'engage à renforcer la protection de la santé animale, un équipement adapté au réseau de laboratoires vétérinaires. Les auditeurs de Radio Cameroun se souviennent certainement de sa voix et de sa plume acérée. Gilbert Tchalaïkani, journaliste et écrivain, vit une retraite très peu agréable dans son village. Malade et affaibli, il s'est confié à notre reporter Michel Renaud-Anja. C'est ici à Leboudi, son village natal, qu'il vit sa retraite. À 63 ans, Gilbert Tchalaïkani, diplômé de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, a marqué nombreux Camerounais au cours de son passage à la radio nationale. Depuis 3 ans déjà,
La santé de cette icône, qui a fait un passage remarqué aux organes de presse du RDPC, reste préoccupante. Le quotidien est difficile, très difficile, pas vraiment en bonne santé, mais on ne peut pas se mettre à se quereller avec le bon Dieu. La présence de Marie-Louise, son épouse à ses côtés, ainsi que de son petit-fils Andrew, lui procure du réconfort. Depuis qu'il est malade, là, c'est moi qui suis malade. Parce que lui, je peux dire qu'il est couché et c'est moi qui souffre. C'est une partie de moi. Auteur de 3 ouvrages parmi lesquels Paul Biya et la Lequier, d'amour et de raison, Gilbert Tchalekani salue pour ces moments difficiles la générosité de ceux qui l'assistent. Charles Ndongo est l'un des meilleurs journalistes de ce pays. Et je crois que c'est une chance. Je voudrais le remercier beaucoup d'avoir songé à envoyer une équipe. Bien que fragile, Gilbert Tchalekani espère au plus vite recouvrer sa santé, les populations de l'Eboudi et la famille de la presse camerounaise aussi. Nos vœux de prompt rétablissement. Des élèves du collège Georges et Marie Bousquet dans le sud-est de la France étaient hier mardi les hôtes de la chefferie de Mebaye, non loin des Bolova, dans la région du Sud, étape d'un programme scolaire de mobilisation et de solidarité internationale. Le reportage dans le Sud, Ariane Kouona. Communion parfaite à la chefferie de Mebaye. Élèves du collège Georges et Marie Bousquet de France et ceux du collège adventiste de Yaoundé découvrent les richesses traditionnelles de Mebaye, banlieue de Bolova. Ce qui m'a marqué, c'est le nombre d'enfants qu'il avait, de femmes qu'il pouvait avoir et qui voulaient atteindre un certain objectif. Alors que nous, en France, c'est pas comme ça. Et aussi les chefs, nous, c'est plutôt les maires et ça n'a pas tous ces attributs-là. C'est plus administratif. La visite à la chefferie de Mebaye, comme celle effectuée sur différents sites du territoire camerounais, résulte d'un programme mis en œuvre par l'association EMET, Mobilité et Solidarité Internationale. Elle permettra à terme de réaliser des projets scolaires. Les enfants qui participent à cet échange ont pour consigne de faire un reportage photo et vidéo. Et ensuite, ils ont pour mission de passer dans toutes les classes au niveau primaire et secondaire de nos établissements scolaires du territoire afin de pouvoir expliquer la condition de vie et la façon de vivre des jeunes Camerounais en Afrique. Le chef du village Mebaye et ses proches collaborateurs ne sont pas restés indifférents à cette marque de sympathie. Occasion propice pour véhiculer la notion de la communauté. Nous avons voulu montrer aussi que la chefferie n'est pas un lieu fermé. Avec l'ère moderne, les chefferies s'ouvrent de plus en plus à l'extérieur. La visite à la chefferie de Mebaye s'est achevée par la signature du livre d'or et le partage d'un repas du terroir. Amié Gérard n'est plus. Le haut commis de l'État a tiré sa révérence hier mardi à 86 ans. On se souviendra du député de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, du questeur à l'Assemblée nationale, mais aussi plus tard du haut cadre du RDPC. Sa famille à Etoa, non loin de Yaoundé, est inconsolable. Pierre Evembe y était. La bourgade d'Etoa dans la zone rurale de Yaoundé 3 devra désormais vivre sans l'un de ses plus importants baobabs. Amié Girard s'est éteint dans une clinique de la place, juché sur ses 86 ans qu'il aura vécu jusqu'à la dernière minute. Hier, papa, à 3 heures, on me fait encore appeler que non, il faut vite arriver là. Tous les paramètres qui étaient d'ailleurs très stables, très bons, ont brutalement chuté. Donc tous les médecins qui sont venus en courant, on ne comprenait plus rien. Amié Girard, un homme politique de la première heure, acteur majeur dans les faits marquants de l'histoire du Cameroun. Gérard Amié a fait cette reconversion de partir du métier d'instituteur à celui de député à l'Assemblée nationale. Et puis pendant presque 15 années, mais c'était le parti unique à l'époque, l'Union nationale camerounaise, Gérard Amié a été questeur à l'Assemblée nationale. C'est un fidèle des fidèles, loyal ad vitam aeternam,
Amié Girard a apporté sa contribution jusqu'au bout à l'homme du renouveau pour la construction d'un Cameroun uni et prospère. 4 ou 5 octobre, c'est là où son malaise le surprend. Et je suis arrivé à la clinique le 7. Et il me dit comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez voté? Qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit attends, alors si le vote est fini, on a gagné. Bien dans notre bureau de vote à Étoile, les 2 bureaux de vote, le RDPC a gagné. Il a souri. Le patriarche Yanda a préparé son départ pour une arrivée réussie de ses descendants. Vincent de Paul Aranda décide de démissionner avec fracas de son poste de Premier ministre. Et le président Ahidjo, pour ramener un certain nombre d'équilibres et pour rester présent dans ce groupe que sont les Yanda, a donc joué ce qu'on appelle la politique des chaises et a fait émerger Amié Girard. Ici à Étoile, le temps a suspendu son vol, permettant à ce seigneur de la craie de ressasser les valeurs qui ont toujours constitué le lit du Cameroun. Avant la page des sports, je vous donne lecture de ces 2 télégrammes officiels du président de la République, son Excellence Paul Biya, adresse tout d'abord ses félicitations à son Excellence Jair Bolsonaro, le président élu de la République fédérative du Brésil à Brasilia, à l'occasion de son élection à la présidence de cette République fédérative du Brésil. Et puis un autre télégramme de condoléances solidaires adressé par le président Paul Biya au président de la République d'Indonésie à Jakarta, son Excellence Joko Widodo. C'est à l'occasion du crash aérien survenu en mer de Java et qui affiche à ce jour un très lourd bilan humain. La page des sports pour parler de la visite d'évaluation de la mission de sécurité de la CAF FIFA à Boya, dans la région du Sud-Ouest. La délégation s'est dit satisfaite et rassurée par la qualité des infrastructures et des mesures sécuritaires mises en place pour accueillir la CAN Total Cameroun 2019. Sur cette mission conduite sur le terrain par le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okaliabila. Voici le reportage de Flavien Zobo. Le moins qu'on puisse dire est que les fins limites de la CAF, même sans avoir fait de déclarations devant la presse, sont repartis visiblement satisfaits après la visite d'évaluation du dispositif sécuritaire sur les différents sites. Ils ont été rassurés par la qualité de nos infrastructures qui ont déjà été testées effectivement à l'occasion de la CAN féminine qui s'est tenue ici il y a 2 ans. Ils ont été rassurés par les mesures sécuritaires que nous avons que le gouvernement a mis en place, nous leur avons expliqué. Ils ont été rassurés par les populations. Nous demandons tout simplement à la presse de nous accompagner, d'accompagner la population, toute l'opinion sur la sensibilisation par rapport à l'événement qui doit regrouper, rassembler l'immense majorité des populations de cette région. Accueilli par le gouverneur du Sud-Ouest par ailleurs, président du comité local, la délégation conduite par le colonel-major Djibrila Amidou Ima a mis le cap au Mountain Hotel et au Parliamentarian Flat, 2 hôtels chics de la ville de Boya. Le convoi va par la suite s'ébranler au stade omnisport de Moliko. Ici, l'ambiance est conviviale. Les fins limiers de la CAF FIFA regardent, apprécient sans mot dire. La dernière étape du voyage a pour point de chute la cité balnéaire de Limbé et ses plages noires. Le Centenary Stadium et le Middelfarm reçoivent à leur tour les inspecteurs de la CAF. La boucle est bouclée en guillemets au stade omnisport de Limbé, un joyau architectural et son gigantesque parking pouvant accueillir près de 2000 véhicules. Sur ce Satisfait Sheet, nous mettons un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel, on retient qu'il y avait conseil de cabinet ce mercredi à l'immeuble Étoile sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang. À l'ordre du jour, des exposés sur le genre et sur la solidarité nationale. La naissance d'un nouveau-né au Crasser qui redonne espoir à une sexagénaire grâce aux promesses et aux prouesses de la science et de la technologie. Une femme de 62 ans a donc donné naissance à un bébé ce mercredi au Crasser.
Et puis le franc CFA ne sera pas évalué, c'est là l'essentiel du point de presse à retenir du point de presse que donnait ce mercredi le gouverneur de la BEAC au terme de la deuxième session du Comité national de politique monétaire. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. D'autres informations pour vous sur cette antenne, ce sera le minuit avec Jean Cyriac Bessé et Patricia Leba-Motukson. Retrouvez sur cette antenne juste après ce journal votre documentaire Le salaire de la dette. Excellente soirée sur la CRTV et à demain 20h30.